Chers collègues de la communauté universitaire et membres du grand public, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième et dernière conférence soulignant le 40e anniversaire de l'Université du Québec en Outaouais. D'abord, je tiens à préciser que cette rencontre sera enregistrée en vue d'une publication sur le site de l'UQO. Je me présente Véronique Leblanc et c'est à titre d'agente d'information et de recrutement que j'ai le privilège d'être avec vous pour animer cette activité permettant de mettre en valeur le savoir, les découvertes et l'innovation à l'UQO. Aujourd'hui, on s'intéressera aux familles, plus particulièrement aux familles contemporaines, au-delà de celles dites traditionnelles qui ne représentent plus le modèle dominant. Maintenant, plusieurs configurations familiales témoignent qu'un enfant peut avoir différents parents qui s'occupent de lui. Ceux qui ont donné la vie ou qui veillent sur l'enfant ne sont pas toujours ceux qui possèdent le statut juridique de parent. On se posera la question sur quelle place accorder aux aspects biologiques, sociaux et juridiques du faire famille. Ce sera l'occasion de réfléchir aux facteurs qui ont conduit à l'émergence des reconfigurations familiales. Ce sujet suscite peut-être déjà des questions pour vous, alors conservez-les. Vous pourrez les poser par écrit dans la zone de discussion après la conférence, assurant ainsi le bon déroulement de cette activité. Pour parler des mutations des familles contemporaines, nous avons le privilège de recevoir la professeure agréée au département de travail social à l'UQO et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux, Mme Isabelle Côté. Ces recherches portent plus particulièrement sur les familles LGBTQ et celles dont les enfants ont été conçus grâce à une tierce partie. Cette professeure investie est elle-même issue d'une famille jugée non traditionnelle, en plus d'être mère de 2 jeunes adultes. Mentionnons aussi sa contribution avec des collègues en travail social et en sciences infirmières à créer le tout nouveau doctorat en sciences de la famille, offert à l'UQO, unique au Québec et même à travers la francophonie. C'est donc avec grand intérêt que nous recevons la professeure-chercheure, Mme Isabelle Côté. Merci beaucoup, Véronique. Je remercie sincèrement les organisateurs, organisatrices de ces midi-conférences pour cette invitation qui m'a été faite de discuter avec vous de cet objet passionnant qu'est la famille dans la foulée des activités du 40e anniversaire de l'UQO, qui est mon alma mater, puisque moi, je suis graduée du baccalauréat de la maîtrise de l'UQO, donc ça me fait encore plus plaisir de participer à ces activités-là. Donc, qu'est-ce qu'une famille? Quand je pose la question en classe, j'ai souvent autant de réponses, en fait, que j'ai d'étudiants. Et ça peut sembler surprenant parce que, en fait, la réponse semble aller de soi tellement la famille, ça renvoie à un phénomène universel. Et on a tous et toutes l'impression que tout le monde, en fait, a la même compréhension que nous de ce qu'est une famille. Mais pourtant, quand on s'attarde à décortiquer l'objet famille, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a différentes facettes qui vont composer cet objet-là, qui en font en fait un objet qui est polysémique et dont dont les formes varient en fonction de la personne qui parle. Donc, c'est quoi une famille? Est-ce que c'est des personnes qui partagent un même quotidien? Est-ce que c'est des personnes qui partagent un patrimoine génétique? Est-ce que c'est des personnes qui sont liées juridiquement entre elles? Est-ce que c'est des personnes qui partagent un lien affectif qui est différent de tous les autres liens sociaux? Alors, c'est ce que je vous invite à réfléchir avec moi aujourd'hui. Donc, par cette conférence, ce que je propose de faire, c'est de réfléchir à la façon dont la famille n'est pas nécessairement quelque chose qui relève de l'évidence, mais bien quelque chose que l'on construit, quelque chose sur laquelle on agit pour donner un sens aux liens qui nous unissent à celles et ceux qui composent notre univers familial. Donc, voici donc ce que je me propose de discuter avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, on va poser les contours de la famille nucléaire traditionnelle pour ensuite la déconstruire à partir de données faisant état des changements qu'on constate dans la structure de la famille traditionnelle nucléaire là, depuis les dernières décennies. Par la suite, ça va nous amener à réfléchir aux questions qui émergent en regard du faire famille au 21e siècle. À partir de mes différents projets de recherche là, qui portent justement sur plusieurs des modalités familiales actuelles. Et finalement, nous allons voir très brièvement en conclusion quelle réponse offre le droit pour reconnaître ces modalités familiales.
Alors, la famille nucléaire traditionnelle. Tout d'abord, il importe de comprendre que le concept de famille en est un qui est socio-culturellement situé et qui, conséquemment, diffère selon les époques et les sociétés. Dans notre société, par exemple, l'industrialisation et l'urbanisation ont transformé la famille d'une unité économique de production avec de nombreux enfants, des liens de parenté forts qui embrassent plusieurs générations, en petite unité nucléaire de 2 parents et généralement 2 enfants. La famille devient alors incarnée par un couple hétérosexuel marié à vie qui réside avec leurs enfants en logement indépendant de la famille élargie. Et les rôles sont effectivement très bien définis entre les parents, alors qu'au père revient les fonctions instrumentales, à savoir prendre soin de la famille, assurer le pourvoi, et à la mère revient le rôle de prise en charge des enfants et de la maisonnée. Ce modèle va devenir dans l'imaginaire collectif contemporain la représentation de la famille traditionnelle. Mais il importe donc de garder à l'esprit, en fait, que quand on parle de la famille nucléaire traditionnelle, on parle en fait d'un modèle familial, somme toute, récent dans l'histoire et qui, on va le voir, n'a pas duré très longtemps. Donc, on peut déjà d'ores et déjà se poser une question, mais est-ce qu'effectivement la famille est constituée d'un couple hétérosexuel marié à vie? Alors, évidemment, on a la réponse. On constate aujourd'hui que le mariage ne constitue pas la porte d'entrée principale pour les ménages. En effet, on voit se dessiner une nette tendance à la baisse des unions formalisées par le mariage depuis plusieurs années, là, comme le démontre le tableau que j'ai mis de l'Institut de la statistique du Québec. On s'aperçoit que le mariage diminue grandement à partir des années 70 et est relativement stable depuis les années 2000. Aussi, le mariage, quand il a lieu, ne se concentre plus au début de la vie adulte, mais plus tard. Donc, les gens se marient en moyenne 10 ans plus tard aujourd'hui qu'au début des années 70. Ça s'explique évidemment par le fait que le mariage a changé de statut et de fonction, c'est-à-dire qu'il n'est plus un préalable au début de la vie à deux, ni de la venue des enfants. Donc, les partenaires aussi ne se marient plus pour la vie, puisque un mariage sur 2 aujourd'hui se termine par un divorce, qui était seulement le cas d'un mariage sur 6 dans les années 70. Le mariage n'est plus non plus l'apanage des couples hétérosexuels, puisque depuis environ 20 ans, là, au Québec et au Canada, il est possible pour les couples gays et lesbiens d'officialiser leurs unions, ce qu'environ 3 % d'entre eux font, selon l'Institut de la statistique du Québec toujours. Le taux d'union de fait varie grandement en fonction de l'âge, mais est également en nette progression là, depuis plusieurs années. Comme on constate dans le tableau, entre les années 86 et 2016, là, il y a eu une nette progression en faveur des unions de fait. Chez les 25-29 ans, c'est passé de 26 à 76 ans. Chez les gens de ma génération, 45-49 ans, de 6 à 42 %. Et même chez les 60 ans et plus, là, on s'aperçoit que ça passe de 3 à 25 %. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que le Québec se distingue quant à l'union de fait. On aime ça se considérer comme une société distincte, mais c'est le cas aussi pour la conjugalité de fait. Alors que si on compare le Québec et le Canada, on voit une nette différence. 38 % des couples québécois choisissent l'union de fait contre 20 % au Canada. Mais c'est la même chose aussi dans tous les pays qui ont des données récentes qui documentent le phénomène, où le Québec se retrouve encore à 38 % en tête de peloton, suivi par la Suède à 25 % et la Finlande à 24 %. En conséquence de quoi? Bien, évidemment, les enfants naissent plus du mariage, mais naissent à l'extérieur du mariage. En 2018, c'était 2 enfants sur 3 à peu près, là, 62 %, qui étaient issus de parents non mariés. Et cette part-là a augmenté rapidement à partir des années 70, mais encore une fois, ça semble se stabiliser depuis les années 2000. Donc, deuxième question, est-ce que les familles sont composées d'un père et d'une mère qui éduquent ensemble les enfants qu'ils ont conçus et qui sont légalement les leurs? Tout d'abord, c'est super important d'expliquer les limites méthodologiques quand on essaye de dresser un portrait de la diversité familiale au Québec. Même s'il y a une très grande disparité des modèles familiaux, c'est très difficile de dresser un portrait puisque les données d'enquête ou de recensement qui fournissent le portrait de la situation, justement, arrivent mal à saisir ces réalités-là. Par exemple, un des problèmes principaux, c'est que la définition statistique de la famille qui est retenue par Statistique Canada dans les recensements des enquêtes
inclut comme membres de la famille seulement les personnes qui sont présentes au moment où le parent remplit le questionnaire. Donc, prenons l'exemple de ce père là, qui est sur la photo, qui est en train de jouer avec sa fille aînée, qu'il a eu d'un précédent mariage. Donc, au moment du recensement, cette fille-là est chez sa mère, qui, elle, est en couple avec une autre personne, alors que lui, il est à la maison avec sa nouvelle conjointe et les enfants qu'il a eus de cette nouvelle union-là. Mais quand il va remplir le questionnaire, il ne pourra pas rentrer sa fille comme une personne comme sa fille parce qu'elle va être chez sa mère. Donc, il va rentrer ses deux enfants qui sont présents à la maison. Donc, cette famille-là va être considérée comme une famille biparentale intacte. Même chose pour la mère qui va rentrer sa fillette dans sa famille avec son nouveau conjoint, qui va être aussi considérée comme une famille biparentale intacte, alors que dans les faits, il s'agit de deux familles recomposées. Donc, ça, c'est une lacune importante. Et l'autre lacune, c'est qu'on ne documente pas, par exemple, l'orientation sexuelle des parents. Donc, on arrive très mal à coopter le nombre de familles LGBTQ qu'on a au Québec. Mais malgré ces limites méthodologiques, selon le recensement de 2016, 16% des familles étaient en fait recomposées. Environ le quart des enfants auront vu leurs deux parents se séparer avant l'âge de 8 ans. Et déjà, à l'âge de 6 ans, 13% des enfants québécois auront connu un épisode en famille recomposée. La recomposition familiale a ceci de particulier qu'elle conduit à une multiplication des figures parentales, alors que les enfants concernés se retrouvent à avoir plusieurs adultes qui s'occupent d'eux concurremment ou successivement. Par exemple, c'est le cas lorsque les enfants transigent en deux foyers, comprenant chacun un ou deux parents, donc concurremment, plusieurs parents s'occupent du même enfant. Mais c'est aussi le cas si un parent qui est en recomposition familiale se sépare et se remet en recomposition familiale, ce qui fait que successivement, cet enfant-là aura plusieurs parents qui vont s'occuper de lui. La famille recomposée introduit aussi de nouveaux liens fraternels lorsque plusieurs enfants sont inclus dans cette recomposition. Par exemple, lorsque chacun des conjoints là, qui se remet en ménage a des enfants au moment de la recomposition ou encore lorsque le couple a un nouvel enfant. Les familles homoparentales, ici, on va voir à quel point les données d'enquête sont problématiques. Donc, selon le recensement, 2175 enfants habitaient dans une famille homoparentale au Québec en 2016. La majorité d'entre eux, soit 80 sont dans des familles lesboparentales et 20 grandissent avec deux papas. Par contre, ces chiffres-là sont grossièrement sous-estimés. Quand on part des données d'enquête à partir des populations LGBTQ elles-mêmes, donc quand on questionne les personnes LGBTQ et qu'on les interroge sur le fait d'être ou non parents, on s'aperçoit qu'environ 18 d'entre eux ont des enfants. Ce qui fait que l'estimation qu'on pourrait en déduire, c'est environ 20 000 enfants grandis dans des familles homoparentales, alors que les données de recensement nous arrivent à 2175. Donc, on voit les lacunes ici au niveau des chiffres. Quant à la procréation assistée à l'aide d'un tiers, elle a ouvert de nouvelles possibilités pour avoir des enfants, à la fois pour les couples hétérosexuels, bien sûr, mais également pour les parents célibataires et pour les parents, les couples LGBTQ. Le don d'ovule, le don de sperme, le don d'embryon, la gestation pour autrui, ou ce qu'on appelle dans le langage populaire là, la pratique de mère porteuse, permettent d'introduire une autre personne dans la conception de l'enfant pour ceux et celles qui ont besoin d'aide pour concevoir. On ne sait pas vraiment combien de familles sont concernées par cette modalité d'entrée en famille-là, parce qu'on n'a pas de registre là, qui tient compte, en fait, du nombre d'enfants qui naissent grâce à l'apport d'un tiers, mais les différentes enquêtes épidémiologiques tentent à démontrer qu'environ 12 000 naissances par année au Canada résulteraient d'une procréation pour autrui. Aussi, les enfants qui naissent d'une procréation pour autrui, il y a aussi ceux qui sont dans un contexte national ou transnational. Donc, la GPA, par exemple, c'est un exemple. On peut avoir des enfants avec une mère porteuse canadienne sur un sol canadien, mais également avec des enfants dans un contexte transnational, donc avec une mère porteuse qui réside, par exemple, aux États-Unis ou à l'extérieur du Canada. Finalement, d'autres familles sont composées de parents qui n'ont pas participé à la conception de l'enfant, mais qui l'ont accueilli plus tard dans sa vie, comme c'est le cas des familles adoptives. Les familles adoptives, on voit ici qu'il y a une diminution du nombre de familles adoptives. Avec le chiffre bleu, c'est la ligne bleue plutôt, c'est les familles d'adoption internationale. On voit qu'il y a une nette baisse qui est conforme là, à ce qu'on voit dans l'ensemble des pays, alors que l'adoption locale, en orange, a une légère baisse aussi, mais reste quand même plus stable.
Donc, on vient d'ébranler le socle de la famille nucléaire traditionnelle en démontrant que le mariage n'est pas la porte d'entrée des familles, que les unions se défont, que les enfants ne naissent pas nécessairement de la sexualité reproductive de leurs parents. Et maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est possible de faire famille en dehors de liens amoureux ou encore en dehors du schéma biparental? Et ça, c'est l'angle mort qu'on a en fait de nos connaissances sur la diversité familiale, puisque ces réalités-là ne sont pas documentées dans les statistiques officielles et donc elles passent inaperçues. Pourtant, au Québec, on constate l'émergence de modèles familiaux qui se déploient en dehors de la conjugalité ou en dehors du schéma biparental, à savoir, par exemple, les familles pluriparentales. Il y a deux types de familles pluriparentales, celles où plusieurs adultes s'entendent pour avoir un enfant ensemble dans un contexte conjugal. Donc, il peut s'agir, par exemple, d'un groupe de personnes polyamoureuses, de 3 ou 4 personnes qui s'entendent pour avoir un enfant ensemble. Ou encore, ça peut s'agir d'un couple hétérosexuel infertile, par exemple, qui ont un enfant grâce à une mère porteuse qui se trouve être une amie proche et qui décide d'inclure la mère porteuse dans leur famille. Donc, l'enfant grandit en reconnaissant plusieurs personnes comme des papas ou des mamans. Donc, ça, c'est un schéma. Il y a aussi les familles coparentales, c'est-à-dire les familles qui s'inscrivent en dehors de la conjugalité où deux personnes s'entendent pour avoir un enfant ensemble, mais sans jamais avoir eu de rapport amoureux, que ce soit des amis ou que ce soit des personnes qui se sont rencontrées par le biais des réseaux sociaux, là, parce qu'il y a des réseaux sociaux privés qui mettent en lien ensemble des personnes qui voudraient avoir des enfants de cette façon-là. Donc, dès sa naissance, cet enfant-là va avoir deux parents, mais deux parents qui n'ont jamais été en couple. Et finalement, les familles soloparentales, c'est-à-dire celles où un adulte, une personne seule, en fait, décide d'avoir un enfant à l'aide de la procréation assistée. Il faut savoir que c'est très différent d'une famille monoparentale où un des parents serait parti suite à la conception et que le projet se serait fait, par exemple, à deux. La famille soloparentale, c'est vraiment une personne qui décide consciemment d'avoir un enfant seul et qui entreprend les démarches en conséquence. Donc, on n'a aucune statistique sur ces familles-là. Bien sûr, le modèle familial nucléaire traditionnel, il n'a pas disparu pour autant. Il s'est adapté en ce sens que les rôles genrés au sein de la famille sont maintenant plus égalitaires. Les pères prennent dorénavant beaucoup plus de place dans la vie de leurs enfants. Ça implique davantage, évidemment, dans la sphère domestique. Les mères, quant à elles, ont intégré le marché de l'emploi, ce qui fait que les familles doivent conjuguer de façon plus imposante avec des enjeux de conciliation famille-travail. Ça se fait encore au détriment des mères, par contre, puisqu'elles font environ 1 heure de tâches non rémunérées de plus par semaine, par jour que les pères. Et ça, c'est principalement pour prendre soin des enfants. Mais tous ces changements-là dans la formation de la famille nous démontrent néanmoins à quel point réfléchir la famille à partir du schéma de deux parents hétérosexuels mariés et liés biologiquement à leurs enfants est réducteur. Alors, pourquoi ça persiste dans notre imaginaire collectif? Tout simplement parce que la famille nucléaire traditionnelle est parfaitement en phase avec les représentations euro-américaines du système de parenté qui repose sur un modèle généalogique et exclusif, voulant que les vrais parents, et je mets vraiment des parenthèses ici, c'est vraiment important, des guillemets, qu'un vrai parent d'un enfant soit ceux qui l'ont conçu, qui en prennent soin et qui possèdent le statut juridique de parent. Et donc, ces représentations particulières des liens de parenté conduisent à considérer les relations de sang comme étant plus authentiques que les autres. Par exemple, dans nos représentations, on peut avoir une ex-amoureuse, mais on ne peut pas avoir un ex-fils. Ça ne se dit pas dans nos représentations, c'est quelque chose qui ne se peut pas. C'est aussi à cause de ces représentations-là qu'on va chercher dans les traits physiques la preuve de l'authenticité des liens familiaux et qu'on va dire des trucs comme ben, tu ne peux pas renier ta mère, là, tu lui ressembles, c'est épouvantable, tu ne peux pas la renier. Aujourd'hui, évidemment, on fait davantage référence aux gènes ou à l'ADN qu'aux liens du sang, mais néanmoins, ça fait partie intégrante de l'idée que les liens familiaux ne sont pas choisis, mais donnés. Comme le veut l'expression populaire, on ne choisit pas nos amis, on ne choisit pas notre famille, mais on peut choisir nos amis. Qu'est-ce que ça a comme impact? Bien, tout d'abord, on constate que ces représentations-là sont très limitées pour réfléchir aux liens familiaux dans d'autres contextes et qu'elles ont pour effet surtout de délégitimer les modèles familiaux qui divergent. Les représentations, par exemple, de la belle-mère dans les contes populaires ou dans l'univers médiatique est souvent l'image d'une femme acariâtre, incapable d'aimer les enfants de son conjoint et favorisant les siens au détriment des autres enfants. Par exemple, dans Cendrillon, là, on en a une parfaite incarnation. Pourtant, les recherches démontrent qu'au contraire, les femmes sont très impliquées dans la vie des enfants de leurs conjoints.
qu'elles y sont fortement attachées et que si des défis peuvent évidemment exister, il n'en reste pas moins que la relation est généralement très positive pour les enfants. Ça fait aussi en sorte que la diversité familiale qu'on constate dans notre société est peu représentée dans l'espace public et ce qui contribue à invisibiliser plusieurs de ces familles-là. Et ça conduit aussi à une certaine forme de mécompréhension de la façon dont s'actualisent réellement les dynamiques familiales, ce qui conduit à une certaine forme d'inquiétude à leur égard. La question se pose généralement à savoir si elles sont optimales pour le développement des enfants ou si, au contraire, elles peuvent leur causer préjudice. Par exemple, est-ce qu'un enfant qui grandit avec deux mamans, c'est une façon optimale ou est-ce que cet enfant-là va manquer d'une représentation paternelle, par exemple? Pourtant, les recherches démontrent que la structure familiale n'a pas d'impact sur le développement des enfants et que ce sont d'autres éléments qui importent, comme par exemple les pratiques parentales et coparentales, les manifestations de comportements affectueux à l'endroit de nos enfants, la capacité d'offrir un milieu stimulant, etc., etc. Néanmoins, socialement, on va entendre souvent un discours voulant que les enfants qui grandissent dans des structures familiales non normatives vont se sentir marginalisés, vont se sentir différents. Je fais référence à la présentation du début qui a été faite de moi quand on disait que j'ai grandi dans une famille qui autrefois était jugée non normative. Bien, effectivement, c'est ce qu'on me renvoyait constamment comme image, que ma famille était différente de celle des autres, alors que dans les faits, ma famille, c'était ma famille et donc elle était parfaitement normale et adaptée. Et donc, c'est la prégnance de ces représentations-là qui fait qu'on renvoie constamment à ces familles-là l'image que leur famille pose problème. Mais les enfants, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et moi, c'est un de mes grands dadas dans la recherche, c'est de savoir qu'est-ce que les enfants pensent eux-mêmes de la famille, comment les enfants eux-mêmes se réfléchissent comme membres de la famille. Alors, je rencontre des enfants qui grandissent dans des familles lesbo-parentales, des familles homoparentales, donc qui ont deux mamans, qui ont deux papas, des enfants qui grandissent dans des familles polyamoureuses, donc que les parents ont plusieurs relations amoureuses en même temps, des enfants qui, bref, ont toutes sortes de dynamiques familiales. Donc, une des questions qu'on aime énormément poser, c'est est-ce que ta famille, elle est pareille ou elle est différente de celle des autres? Alors ici, ma famille, elle est très différente parce que je n'ai pas le droit de manger de la crème glacée tous les jours. Évidemment, tous mes amis peuvent. Ça, c'est un petit garçon de 8 ans qui grandit avec deux mamans. Alors, est-ce que ta famille, elle est différente? Oui, ma famille, elle est très différente parce qu'il y a des familles qui ont différentes façons d'aimer des enfants. Il y en a qui ont des punitions beaucoup plus sévères que les nôtres. Donc, une petite fille de 10 ans. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est vraiment la structure familiale, le quotidien, le faire famille là, qui importe. Et la dernière, qui est mon coup de cœur, une petite fille qui a deux papas. Est-ce que ta famille, elle est pareille ou elle est différente? Une petite fille qui a deux papas, puis qu'en plus, elle est née d'une mère porteuse. Donc, il y a beaucoup d'éléments entre elles là, qui, dans les représentations populaires, disent qu'elle va manquer de quelque chose. Donc, oui, ma famille est très différente parce que mon grand-papa fait du sirop d'érable. Donc, on voit ici finalement que les enfants ont une vision complètement différente de ce qu'on peut projeter sur eux. Néanmoins, ces nouvelles structures familiales-là font émerger de nouvelles questions, à savoir, par exemple, comment plusieurs adultes en relation amoureuse ou non peuvent s'entendre ensemble pour faire et pour éduquer un enfant. Est-ce qu'on devrait encadrer ça légalement, reconnaître la pluriparenté ou non? Comment on réfléchit à la maternité quand elle est partagée entre plusieurs femmes? Donc, une femme qui donne ses ovules, une femme qui porte l'enfant issu des ovules de la première et une femme qui va en prendre soin et qui était au tout début du processus parce que c'est elle qui a désiré l'enfant. Donc, quand la maternité est divisée en 3 femmes, comment on réfléchit à la maternité dans un cas comme celui-là? Un couple qui fait don de ses embryons à un autre couple, qui il est par rapport à l'enfant qui va naître? Est-ce qu'on doit conceptualiser le phénomène comme un don ou comme une adoption? Parce que contrairement au don de gamètes, qui est un don d'une seule gamète qui, si elle ne rencontre pas une autre gamète, ne donnera pas nécessairement d'enfant, évidemment, l'embryon, lui, c'est un enfant en devenir. Un enfant qui a probablement des frères et sœurs génétiques élevés dans une autre famille avec les parents génétiques. Donc, cet enfant-là qui va être avec une autre famille, donc il va être implanté dans l'utérus de la mère qui va l'éduquer, qui va l'élever avec sa ou son partenaire. Est-ce que c'est une adoption d'un embryon ou est-ce que c'est un don d'un embryon? Donc, toutes ces questions-là restent quand même à réfléchir. Et c'est là qu'on réalise à quel point ces questions sont complexes, puis à partir de juste la connexion biogénétique, c'est réducteur, puis ça ne nous permet pas, en fait, de comprendre ce que signifie être lié à sa famille dans la vie de tous les jours ou encore à la façon dont les gens perçoivent et
réfléchissent le fait d'être connectés à leurs proches. Et c'est là que ce modèle-là que je vous amène à réfléchir. J'espère que ça va vous amener à vous-même peut-être connecter avec vos propres liens familiaux, à voir comment ça peut s'actualiser dans vos vies. Donc, les réflexions de la sociologue Jennifer Mason deviennent intéressantes puisqu'elles permettent de réfléchir à la famille à travers différentes composantes qui permettent de mieux appréhender l'ensemble de la diversité familiale. Donc, pour Masson, les gens ressentent et expérimentent le fait d'être liés en tant que parents de manière multidimensionnelle. Et elle suggère que 4 types d'affinités rentrent en jeu lorsque les gens définissent ce que sont les liens de parenté ou lorsqu'ils créent des liens d'apparentement entre eux. Alors, on va voir chacune de ces composantes-là avec des exemples issus de mes recherches. Donc, la première, la parenté qui peut être vue comme une relation fixe, donc une relation donnée, ce qui renvoie évidemment à l'idée que la parenté est considérée comme un type distinctif de relation. Donc, c'est très différent de l'amitié, par exemple. Il s'agit de la dimension qui est évidemment la plus reconnue puisque ça fait référence au partage du patrimoine biogénétique. On ne peut pas minimiser l'importance de ces liens, évidemment, dans le faire famille. On ne peut pas faire ça. Mais néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ne font pas que recevoir ces liens-là. Ils les interprètent et ils les aménagent de façon créative. Alors ici, je vais vous donner quelques exemples ou dans le contexte de don d'ovule ou de don d'embryon et de mère porteuse. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'une femme qui porte un enfant pour autrui va mettre à distance le fait de porter l'enfant. Va dire, c'est pas significatif pour faire un bébé, le fait qu'on partage des liens biologiques ensemble pendant la grossesse et que je l'accouche. Au contraire, une femme qui reçoit un ovule d'une autre femme pour donner naissance à son enfant, donc une femme qui devient mère grâce à un don d'ovule, va minimiser l'ADN en disant « ben non, c'est le fait que je l'ai porté, c'est le fait que je l'ai accouché qui fait de moi la vraie mère. C'est pour ça qu'on partage des liens biologiques. » Alors là, je vais vous donner en écho 2 femmes qui se parlent, une femme porteuse et une donneuse d'ovule. Donc la première, la femme porteuse dit il y a quelque chose de, je vais dire ça comme ça, de sain dans la distance émotionnelle que je suis capable d'avoir avec ce bébé-là, sachant qu'il a juste mon ventre comme domicile et qu'il n'y a rien de moi. Donc, on ne partage pas d'ADN ensemble. C'est beaucoup plus facile pour moi de dire, c'est leur bébé. C'est vraiment une très nette distinction. On a une donneuse d'ovule qui, elle, dit, on m'a juste prélevé un petit bout de quelque chose lors de la ponction. Pour moi, la vie, elle commence pendant les 9 mois que tu l'as dans la bédaine. Là, tu as envie des affaires avec la personne. On est tellement dépendant de sa mère, celle qui nourrit pendant la grossesse. Moi, je vais avoir été là pendant, je ne sais pas, 10 jours, le temps que ça prend pour former des cellules. C'est juste des cellules qui se touchent. Il n'y a aucune sensation. Tandis que dans le ventre de la mère, oui. Donc, on voit comment les liens biologiques, c'est plus, ça peut être compris de façon très flexible. Mon dernier exemple est très intéressant parce qu'il implique plutôt l'allaitement. Donc, on constate que des mères adoptives ou des mères lesbiennes qui n'ont pas porté leur enfant vont s'astreindre à un protocole d'allaitement pour pouvoir allaiter leur bébé suite à la naissance. Pourquoi? Parce que c'est seulement les mamans qui allaitent leur bébé, puis les mamans, les femmes, elles allaitent qui? Que leur enfant à elles-mêmes. Donc, le lait produit une espèce de lien avec l'enfant qui peut être compris comme une espèce de partage de lien biologique. Alors, on a cette mère lesbienne-là qui dit « Le fait d'allaiter, ça a vraiment fait que ma fille, elle a 2 mamans. Elle n'en a pas une qui est plus maman que l'autre. » La deuxième dimension de la relation de parenté, c'est l'électivité, la négociation, donc les pratiques créatives, flexibles que les familles développent pour permettre de donner un sens à ces liens d'affiliation-là. La famille est vue comme le produit des interactions entre ses membres et les expériences qui la façonnent forment la vie familiale, en fait. Les rituels, les traditions, les habitudes, les activités du quotidien sont autant de façons que se construit le sentiment d'appartenance à sa famille, ce que David Morgan a conceptualisé comme le faire famille. Alors, encore une fois, on a ici des extraits d'un garçon d'11 ans. Une famille, c'est une personne qui t'aide, qui s'entraide, qui t'aide si tu es malade. Elle fait beaucoup de trucs pour toi. Elle t'achète des cadeaux, elle est là pour Noël, elle est présente pour toi. Si tu as besoin d'aide, elle va venir t'aider, elle ne va pas te lâcher. On parle d'un petit bonhomme ici qui est né d'un don de sperme et qui grandit avec un papa et une maman. On a cette jeune femme-là ici qui est, elle aussi, née d'un don de sperme. Pour moi, la famille, c'est quelque chose de très vague. Ce n'est pas un lien génétique qui définit la famille. Pour moi, ça peut être choisi, une famille. C'est les gens qui te font sentir aimé, en sécurité. Pour moi, la famille, c'est quelqu'un que toute ta vie, ça va rester ta famille. Ce n'est pas des personnes qui viennent, ce n'est pas des personnes qui partent. C'est un lien émotionnel et pas nécessairement génétique.
La troisième dimension spéciale de la parenté, c'est une dimension qui est éthérée, qui est mystérieux, psychique, spirituel des liens de parenté. Ça va au-delà de toute explication rationnelle. Souvent, dans l'imaginaire populaire, on va dire aussi, tu sais, par exemple, que deux jumeaux, il arrive quelque chose à un jumeau, puis l'autre le sait automatiquement que quelque chose est arrivé à son jumeau. C'est ça qu'on veut dire par lien de parenté éthéré. Donc, encore une fois, on a ici des personnes adultes qui ont appris à l'âge adulte qui étaient nés d'un don de gamètes, donc qui ont grandi dans une famille hétéroparentale avec leur père et leur mère et qui, avant l'âge de 25, 30, 35 ans, ne savaient pas qu'ils n'étaient pas liés biologiquement à leur père et qui, par la suite, ont retrouvé soit le donneur, soit d'autres personnes nées du même donneur qu'eux-mêmes. Et là, ils nous disent: les gènes juifs de mon père biologique, donc du donneur de sperme, représentent 50 de mon identité et peut-être qu'ils contribuent ou expliquent la raison pour laquelle je me suis sentie chez moi à Jérusalem, pourquoi j'ai ressenti des frissons à Masada où les Juifs ont perdu contre les Romains, pourquoi j'ai cet amour pour les paysages désertiques de Namibie en raison de mes gènes juifs de Mongolie. Cette personne-là, elle n'a absolument pas grandi dans la culture juive, du tout. Elle a grandi dans une famille plutôt catholique. Elle n'avait aucune connaissance sur la judéité et pourtant, elle avait une fascination dès son enfance. Et quand elle a retrouvé le donneur qui de fait était juif, ça a donné un sens à cette image-là de la judéité qu'il avait toujours eu, ou à cette curiosité-là qu'il avait envers ça. Et cette autre personne ici, quand j'ai rencontré mes demi-frères et sœurs, donc les autres personnes nées du même donneur, j'ai ressenti une connexion immédiate. C'est comme si, d'une certaine façon, je les avais toujours connus. Je ne peux pas décrire ce sentiment, puis je ne veux même pas essayer de comprendre pourquoi j'ai ressenti ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de vraiment spécial. Et finalement, la quatrième dimension d'affinité ancrée dans la parenté, selon Masson, c'est son aspect sensoriel. Par exemple, le timbre, le son, le volume de la voix d'un parent ou un parfum particulier peuvent être une partie prenante de cette relation-là. C'est-à-dire que les gens avec qui on s'apparente s'imprègnent en nous par nos sens plus fortement que le font les autres relations sociales. Donc ici, j'ai mes icônes qui ont un peu de limite pour essayer de démontrer le son de la voix, la chanson. Puis là, il y a une note de musique spécialement pour faire un coucou à ma mère, à moi qui chante et qui nécessairement est ancrée en moi justement à cause de ça. On a aussi le fait de la cuisine, sentir l'odeur de la tarte aux pommes qui nous ramène automatiquement dans un souvenir d'enfance avec notre grand-mère, par exemple, ou encore une odeur particulière. Et finalement, mes derniers extraits que je trouve particulièrement mignons et très touchants. Donc, dans le cadre d'un enfant qu'on a rencontré dans le contexte de l'étude réaction avec ma collègue Christine Gervais, c'est une étude qui visait à comprendre, en fait, comment les enfants vivaient la COVID. Donc, ça n'a pas du tout du lien avec les liens de parenté, mais les enfants se sont beaucoup ennuyés de leurs grands-parents pendant la COVID parce qu'ils ont été séparés. Puis là, il y a un enfant qui me dit « Ma grand-maman, c'est ma grand-maman parce qu'elle sent bon. » Et il y a un autre qui me dit, en parlant de l'appartement de ses grands-parents, c'est tout mignon et ça sent bon. Donc, c'est pour montrer à quel point ça imprègne aussi les sens des personnes. Alors, en conclusion, ça nous conduit à la dernière question et la conclusion de cette présentation, à savoir, est-ce que le droit reconnaît la diversité familiale qu'on constate au Québec? Le Québec a fait office de précurseur en permettant la reconnaissance des familles homoparentales dès les années 2002. À l'époque, c'était la première juridiction au plan international à permettre que la filiation des enfants nés de mères lesbiennes se fasse de la même façon que ceux nés des parents hétérosexuels. Le Québec a aussi été une des premières juridictions à permettre aux femmes seules d'avoir accès aux cliniques de fertilité et aux femmes lesbiennes aussi pour réaliser leur projet parental. Et les couples gays et lesbiens, de même que les personnes LGBTQ non en couple, ont également pu avoir accès à l'adoption locale dès les années 2002, alors que ça a pris des années, même en France, on se questionne encore là-dessus aujourd'hui. Toutefois, le droit peine à s'accorder à certaines de ces figures familiales contemporaines, ce qui fait que plusieurs de ces familles se retrouvent à l'extérieur de la protection que le droit procure. C'est notamment le cas des familles recomposées, par exemple, alors qu'il n'existe aucune reconnaissance des liens entre un beau-parent et son bel-enfant lorsqu'il y a une séparation, par exemple. Aussi, même dans un contexte conjugal, le beau-parent ne peut pas prendre de décision pour l'enfant. Et bon, comme je dis, en cas de séparation, il n'y a pas de reconnaissance de ce lien-là. Le projet de loi 2 qui vise à réformer le droit de la famille, qui a été déposé à l'automne passé par le ministre de la Justice,
tente à apporter une certaine protection en favorisant, par exemple, le maintien du contact entre un beau-parent et son bel-enfant en cas de séparation, si c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Donc, le projet de loi 2 pourrait, par exemple, aller dans ce sens-là. Le projet de loi 2 propose également de normaliser la situation des enfants qui sont nés par procréation assistée par autrui, notamment pour réguler la pratique des mères porteuses. Actuellement, on pense qu'il est illégal d'avoir un enfant avec une mère porteuse au Québec, mais c'est faux. C'est plutôt le lien de filiation avec les enfants qui est difficile à faire, en fait, qui est déterminé par le tribunal. Depuis à peu près 2015, le tribunal reconnaît automatiquement les projets de GPA, mais ça se fait par adoption, par consentement spécial, c'est-à-dire que la mère porteuse doit annuler ses droits et puis l'autre parent du père biologique, le père biologique, c'est le père de l'enfant, et son partenaire ou sa partenaire doit adopter son propre enfant. Le projet de loi 2 va permettre que les enfants puissent être légalement reconnus comme ceux des parents sur une simple procédure administrative. Puis finalement, par contre, la famille va rester biparentale puisque Québec a décidé qu'une famille ne peut pas comprendre plus que 2 parents. Or, ces familles-là, elles existent et le fait de les exclure du droit a comme impact de leur refuser, ainsi qu'aux enfants, la protection juridique qu'elles méritent, mais également la reconnaissance de leur validité parce qu'il ne faut pas oublier que le droit, c'est un important vecteur de la norme. Finalement, d'autres propositions ont été faites, notamment d'offrir un régime distinct pour les couples qui ont un enfant. Ça a été fait, mais pas dans le cadre du projet de loi 2. C'est des collègues, le comité consultatif pour le droit de la famille en 2015 qui propose ça, d'offrir un régime distinctif pour les couples qui ont un enfant en établissant entre les parents d'un enfant commun des droits et des obligations réciproques durant la vie commune ou après la séparation, peu importe que ses parents soient mariés ou non, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque la protection découle du mariage, ce qui va offrir effectivement des protections contre les désavantages économiques qui découlent de la prise en charge d'un enfant pour des parents non mariés. Alors, c'est ce qui conclut la présentation. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a permis de prendre du temps pour réfléchir à votre propre famille, à savoir ce qui fait que pour vous, ces liens familiaux-là sont particulièrement précieux. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle Côté. Alors, voilà le moment de poser vos questions dans la zone discussion, clavardage, en bas par écrit. Isabelle, c'est un plaisir de répondre à toute précision, commentaire. On a quand même devant nous une vingtaine de minutes avant la fin de la conférence, donc ça laisse place à quelques discussions. C'est comme en classe, hein, ils sont tout le temps gênés de poser la première question quand on est en Zoom, puis quand on est en classe, tout le monde a plein de questions à poser. Ah, il y en a une ici. Donc, d'abord, excellente présentation. Y a-t-il souvent des cas où la mère porteuse cherche à ravoir son enfant? C'est une excellente question. En fait, c'est quelque chose dont on parle souvent, ça, cette question-là, que les mères porteuses vont regretter d'avoir remis l'enfant et qu'elles vont pouvoir, après ça, vouloir le réclamer. Il faut savoir que les mères porteuses ne conceptualisent pas l'enfant qu'elles portent comme le leur. Okay? Que cet enfant-là soit issu ou non de ses gamètes, elles ne le considèrent pas comme, son enfant. Elles le considèrent vraiment comme l'enfant du couple pour qui elle porte. Et c'est important de savoir que l'accouchement et la remise de l'enfant est l'élément culminant d'un projet de gestation pour autrui. C'est le moment qui est le plus fort au plan intime, au plan affectif, au plan relationnel entre elles et le couple. Et c'est ce qu'elles mettent de l'avant davantage quand elles racontent leur expérience, à quel point ça a été l'expérience transcendante, l'accouchement et la remise de l'enfant. Aussi, les femmes porteuses ne disent pas qu'elles ont mis au monde un enfant, elles disent, et c'est très joli, qu'elles ont mis au monde une famille, en fait. Donc, c'est pour montrer à quel point elles s'attachent davantage aux parents qu'elles s'attachent à l'enfant. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de préoccupation pour l'enfant, bien sûr que non, mais leur attachement principal est aux parents. Et la question d'une mère porteuse qui a réclamé juridiquement les droits de son enfant devant le tribunal, c'est de l'épiphénomène. C'est très peu documenté au plan international. C'est arrivé très rarement. Au Canada, actuellement, par contre, on a une cause qui est pendante, qui est en cours, où une femme, 4 ans après la naissance de l'enfant, réclame un droit à cet enfant-là. Mais c'est une situation de gestation pour autrui très compliquée, absolument pas typique, où la mère porteuse
très tôt après la conception de l'enfant, est devenue la maîtresse du père, bon, puis suite à la séparation, plus tard, à l'insu de la mère et suite à la séparation, a réclamé des droits à l'enfant. Mais vous comprenez que ce n'est pas du tout typique à ce que c'est d'habitude. Donc, dans les faits, actuellement, au Canada, ce n'est jamais arrivé. Merci. Un autre commentaire. Félicitations pour cette belle présentation de Marie-Laure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que les gens ont trouvé que c'était vraiment très précis, très... Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Isabelle, est-ce qu'il y aurait peut-être des éléments à préciser, à ajouter, d'autres exemples qui pourraient être intéressants à apporter en guise de conclusion? Ben, en fait, ce que j'aimerais attirer l'attention sur la question du faire famille, c'est justement cette optique-là du faire famille. Comment c'est important d'avoir une réflexion sur les liens et comment on peut aménager, comment je pourrais dire, les différents enjeux, les différentes composantes dont je vous ai dit tout à l'heure, comment on peut les aménager pour faire sens. Et peut-être que je peux vous laisser sur une anecdote de mon fils qui est... Ah, bon, j'ai Diane qui pose la question. Comment vois-tu les défis que ça pose au niveau des multiples coparentalités, au niveau de l'évaluation du meilleur intérêt de l'enfant? Diane, je ne sais pas si tu parles en situation de famille recomposée ou en famille de pluriparentalité, mais c'est deux enjeux qui sont différents. Si on regarde en situation de pluriparenté, ce qu'on dit souvent, c'est la question du... Si plusieurs adultes s'entendent pour faire un enfant dans un contexte polyamoureux, par exemple, donc on a 3 adultes qui sont en relation ensemble, qui veulent avoir un enfant, puis que tout d'un coup, la relation conjugale ne fonctionne plus, puis là, les gens se séparent. Qu'est-ce qui va arriver avec l'enfant? Dans notre imaginaire, on va dire que c'est déjà assez compliqué avec 2 parents qui se séparent. Imaginez-vous si on rajoute un 3e parent ou un 4e parent, qu'est-ce qui va arriver avec ça? L'enfant va faire quoi? Une garde partagée, une semaine chez un, une semaine chez l'autre, une semaine, puis là, le mois d'après, ça recommence. Tu sais. C'est comme ça qu'on réfléchit à ça. Mais quand on réfléchit à ça comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit avec le modèle traditionnel nucléaire de 2 parents qui se séparent. On ne réfléchit pas à inventer de nouvelles façons de voir comment la garde va se faire. Donc, dans des situations où j'ai documenté des situations de pluriparenté, par exemple, bien, on s'est aperçu que les parents ont décidé de déménager un au-dessus de l'autre dans un duplex avec un 3e parent juste à côté. Donc, l'enfant est libre à monter en haut, en bas, en 2 parents, puis à transiger chez l'autre. Donc, il y a des réflexions qui s'amorcent différemment. Je vais vous donner un scoop aussi, là, les parents qui ont des enfants en pluriparenté ou même en procréation assistée, ce n'est pas des enfants qui arrivent par erreur dans le couple. Tu sais, ce n'est pas un défaut de procréation, c'est pas comme, comment je pourrais dire, c'est pas une surprise en fait. C'est des enfants qui sont planifiés, qui sont réfléchis. On a pris en amont le temps de parler de ça. Puis souvent, on réfléchit, si on est 3 personnes, 2 femmes, un homme, est-ce qu'on dit maman à tout le monde ou est-ce qu'on dit maman, mamie, papa? On réfléchit même à ça. Est-ce que, qu'est-ce qu'on fait si les amis viennent à la maison et s'aperçoivent qu'il y a 3 personnes? Est-ce qu'on fait semblant qu'on n'est pas 3 personnes ou au contraire, on dit dès le départ que c'est ça? Est-ce que si on se sépare, comment on va aménager ça? Donc, déjà en amont, il y a eu beaucoup de réflexions, ce qui fait en sorte que s'il y a une séparation, la séparation est déjà plus est actualisée de façon plus réfléchie, avec moins d'émotions dedans. En fait, aussi, comme Mona dit, les discussions, les réflexions vont très loin, même avant la conception de l'enfant. Tu as tout à fait raison, Mona. Donc, ça fait en sorte que justement, au moment de la séparation, les enjeux sont différents. Aussi, on peut penser que le meilleur intérêt de l'enfant, si par exemple, on va jusque devant un tribunal, puis on dit, bon, le meilleur intérêt de l'enfant, le meilleur intérêt de l'enfant va continuer d'être là. Les juges ne vont pas arrêter de réfléchir au meilleur intérêt de l'enfant parce qu'il y a 3 enfants, par exemple. Donc, c'est souvent parce qu'on a une représentation d'un schéma biparental qui est si fort dans nos sociétés qu'on ne semble pas être capable de réfléchir autrement. Puis parce qu'on ne réfléchit pas autrement, bien, ce qui arrive, c'est que justement, on préfère les mettre en dehors du droit plutôt que leur donner l'opportunité d'être dans le droit et donc d'avoir les protections qui viennent avec. On a une autre question ici. Ouais. Est-ce que l'enfant peut décider quels sont ses droits? En fait, la Convention de l'ONU sur les droits des enfants certifie aux enfants le droit de donner son opinion sur les situations qui le concernent et le domaine de la recherche n'en fait pas exception. Alors, c'est pour ça que moi, si j'étudie la famille, c'est important pour moi d'entendre les enfants, ce que les enfants ont à dire aussi. Donc, pour pas que ce soit que du point de vue des adultes qui nous déterminons ce qu'est une famille.
Et on se prive justement d'entendre ce que les enfants disent, comme notamment ce qui fait la différence de la famille, c'est le fait de, évidemment, pas manger de la crème le mercredi quand tout le monde, sauf moi, en mange. Donc, ça nous amène des éléments précieux. Donc, oui, les enfants peuvent décider, en fait, peuvent donner leur opinion, peuvent aider à déterminer quels sont leurs meilleurs intérêts. D'ailleurs, le projet de loi 2 va proposer aussi d'avoir un avocat à l'enfant qui serait automatiquement ou en tout cas plus facilité pour, en cas de séparation, l'enfant puisse porter un regard sur ses propres intérêts, par exemple. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent? Oui, c'est quoi l'anecdote? L'anecdote sur mon fils, donc en parlant de famille avec des liens électifs choisis, tout ça, mes enfants grandissent avec des cousins de sang, donc avec qui ils partagent un patrimoine génétique, et avec des cousins de cœur avec qui ils ne partagent pas de patrimoine génétique. Donc, ils devaient faire, et ça, c'est un enjeu quand on est à l'école, il y a des profs ici, là, quand on est à l'école puis qu'on doit faire, par exemple, un arbre généalogique. L'arbre généalogique, c'est hyper limité pour expliquer tout ça. C'est quoi la diversité familiale, puis comment toutes les branches se tissent l'une dans l'autre et comment on fait pour mettre les gens dans l'arbre si les gens doivent nécessairement découler du père et de la mère. Donc, déjà, en partant, c'est un exercice qui est difficile, mais il devait le faire. Et dedans, il y avait mis ses cousins de cœur, ses cousins de sang. Et là, je lui demande où on va les placer, tout ce monde-là, puis c'est quoi la différence entre les deux, entre les cousins de cœur et les cousins de sang. Et là, il réfléchit, puis il me dit, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les cousins de cœur et les cousins de sang, tout simplement parce que le cœur, pour fonctionner, a nécessairement besoin du sang, parce que c'est le cœur qui fait en sorte que le sang se propage dans notre corps. D'un autre côté, par contre, le sang a besoin du cœur pour fonctionner aussi, puis le cœur, s'il n'y a pas le sang, il ne peut plus pomper. Donc, les deux, en fait, il n'y a pas de différence. Les cousins de cœur et les cousins de sang, c'est exactement la même chose. Donc, on voit, il les a mis dans son corps aussi, ces cousins de cœur ou de sang. Il les a intégrés en lui, comme quoi la biologie, c'est quelque chose qui est aussi malléable et flexible. Merci pour cette anecdote. Donc ici, on a « Merci d'ouvrir mes horizons dans la compréhension des familles contemporaines. Est-ce que nos cursus de cours à l'UQO reflètent bien la diversité des familles? » En fait, avec le doctorat en sciences de la famille, c'est ce qu'on a développé. Donc, c'est un item vraiment important. C'est un doctorat, comme tu l'as dit, Véronique, au début, là, qui est fortement novateur, qui n'est pas vu nulle part ailleurs et qui nous permet justement d'apporter une compréhension de la famille qui déborde les compréhensions traditionnelles. Et pour ça, il va former des chercheurs qui vont être aptes à réfléchir à ça. Dans les cours de tous les jours, souvent, on peut avoir, quand on parle de la diversité familiale, on se limite à ce qu'on voit un peu plus, les familles recomposées, les familles adoptives. On a de plus en plus des personnes qui aussi travaillent au niveau des familles homoparentales, puis qui sollicitent le travail d'organismes qui sont justement des organismes qui viennent faire de la sensibilisation. J'en profite pour, vu que je l'ai vu là avec une question, j'en profite pour la référer si jamais vous voulez parler de famille dans vos cours, la Coalition des familles LGBT avec Mona Grimbaum, qui font beaucoup de sensibilisation aux familles, justement, aux enfants aux familles de la diversité sexuelle. Par contre, c'est vrai qu'on commence de plus en plus à en parler, mais on en parle, je trouve, personnellement, souvent d'un point de vue défensif, justement. Est-ce que ces familles-là sont optimales, plutôt que d'en parler dans une richesse de la famille, une richesse que toutes ces familles-là apportent au plan social. Et nous avons un cours très complet avec Marianne Jbat. Oui, effectivement, Marianne, qui est une excellente enseignante, qui enseigne actuellement le cours de la famille au bac et qui est très forte pour promouvoir effectivement la diversité familiale. Excellent. Alors, on a encore quelques minutes pour d'autres questions. N'hésitez pas à profiter de Mme Côté. Elle se prépare déjà à une prochaine conférence ou un autre cours. Donc... nous l'aimons beaucoup et nous avons rencontré Mona ce matin. Ah. Nous aussi, au département de travail social, on l'aime beaucoup. On est chanceux de l'avoir.
Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser aller prendre une bouchée avant de reprendre vos activités pour l'après-midi. Je voulais simplement dire que c'était la dernière conférence qui soulignait le 40e, mais que je vous invite à aller visionner les capsules historiques disponibles sur notre site Internet de l'UQO. Et puis, on a ici des commentaires de gens qui vous remercient pour cette belle présentation. Puis, on vous souhaite un bel après-midi. Bye tout le monde, merci d'être venu.